Bonsoir, ça fonctionne. Incroyable. Bonsoir, bienvenue, merci beaucoup d'être ici nombreux et nombreuses à Ground Control pour cette soirée exceptionnelle organisée par ACAST. Je suis Mimi Hegel, je suis rédactrice en chef de mademoiselle.com, un média féminin et féministe qui organise notamment tous les lundis soirs sur Twitch la présidentielle selon Mademoiselle, où on reçoit des femmes politiques pour parler de la présidentielle qui arrive. Et on a notamment reçu récemment Sandrine Rousseau ici avec moi, qui a fait beaucoup de bruit. Vous avez peut-être entendu parler de ce délit d'inégalité dans les tâches ménagères. C'était chez Mademoiselle, mais c'était évidemment du Sandrine Rousseau. Et je suis ravie de vous revoir, du coup, 2 semaines après. Sandrine Rousseau, je te présente quand même. Peut-être qu'il ne faut plus, mais faisons-le. Tu es donc économiste, enseignante-chercheuse, figure évidemment d'Europe Écologie Les Verts. Et puisqu'on est ici avec ACAST, tu es aussi créatrice des podcasts À cœur battant et Sensiblement politique. Et à côté de toi, je reçois Camille Etienne. Hello, bienvenue. Salut. Tu es activiste pour la justice sociale et climatique, donc on est aussi dans un milieu très écolo, et créatrice du podcast Graines de Possible, qui, j'ai noté parce que j'ai trouvé ça joli, part à la rencontre des gens qui changent le monde et des utopistes d'un nouveau genre. C'est une très belle description. Et on est là toutes les trois pour parler de comment prendre sa place en politique et faire entendre sa voix, évidemment, notamment quand on est une femme. On le sait, c'est un milieu plutôt masculin, euphémisme. Du coup, ma première question pour vous deux, c'est est-ce que vous vous souvenez de la première femme politique qui vous a marqué, que ce soit en bien ou en mal? Je vais laisser répondre la première qui a une idée fraîche. Moi, comme je suis un peu vieille, la première femme qui m'a marquée en politique, c'est Edith Cresson. C'est son discours de politique générale. Moi, j'étais ch'tiote à l'époque. Je sais pas trop quel âge j'avais, mais enfin bon, j'étais mineure. Et j'écoutais ça. Et en fait, c'est comme si j'avais l'impression d'être assise sur un tas de sable et que le tas de sable s'écroulait parce qu'au fur et à mesure où elle parlait, je voyais les commentateurs déjà monter pour dire que c'était une voix insupportable, que sa veste était moche, que tout ça. Et c'est comme si vraiment moi, le sol devenait sable et que je m'effondrais. Et à l'époque, j'avais pas du tout conscientisé le féminisme et tout ça, mais je me disais que ça allait être dur quand même. Voilà. Edith Cresson, qui était donc la première et pour l'instant la seule femme à être première ministre Oui. Du coup, en France. Et en plus, on a appris depuis que cette voix criarde qu'on lui avait énormément reprochée lors de son discours d'intronisation était due au fait que les micros avaient été réglés sur des voix d'hommes parce qu'il n'y avait jamais eu de discours de politique générale fait par une femme. Et donc, en fait, les micros étaient réglés sur voix d'hommes et c'est ce qui rendait sa voix un peu métallique, un peu bizarre, quoi. Encore un exemple du fait que la tech est aussi patriarcale que le reste du monde. Très bien. En tous les cas, ceux qui maîtrisent la tech le sont. Ouais. Tout à fait. Camille, est-ce que tu as souvenir de la première femme politique qui t'a marqué? Le micro marche. C'est bon, ça y est, merci Super. beaucoup. J'ai pas un souvenir très précis comme un truc marquant, plein d'autres, mais je ne saurais pas vous dire le premier exemple qui me vient en tête. Je sais que j'étais très marquée quand c'était au début de l'émergence de AOC. Aux États-Unis, où il y avait Ocasio-Cortez, voilà, qui est sénatrice, si je dis pas de bêtises, démocrate et ancienne serveuse. Enfin, elle représente vraiment une forme de gauche moderne et féministe et intersectionnelle aux États-Unis. Et en fait, c'est ça, c'était un peu au début d'avoir des nouvelles formes de politique qui arrivaient comme ça, que c'était une femme très puissante qui arrivait à avoir aucun compromis dans sa parole, qui arrivait à représenter cette force-là. J'étais jeune aussi, c'était il y a moins longtemps, mais j'étais quand même encore jeune. Et je me rappelle que ça m'avait marqué, ça m'avait vraiment marqué de voir ça. Mais non, mais c'est bien, tu as l'expérience que je n'ai pas. C'est pas ici qu'on va faire de l'agisme primaire, ça va. J'en reçois aussi beaucoup de l'autre côté, hein, sachez-le. Donc. Non, et ça, c'est vrai que cette femme m'avait beaucoup marqué parce qu'elle avait engagé avec elle aussi tout un tas de. Enfin, il y avait aussi ce truc très fort chez elle d'embarquer la société civile et d'embarquer dans la politique des gens qui n'y croyaient absolument plus. Et je me suis dit, en fait, ça doit être ça la politique, c'est cette représentation de ce nous collectif, c'est cette capacité à être dans l'agone, à créer du débat et à porter des intérêts qui sont à la fois un peu plus grands que nous-mêmes et à la fois qui sont extrêmement concrets et très ancrés dans la vie des gens. Donc elle m'avait beaucoup marquée. Et après, quand j'étudiais en Finlande aussi, il y a beaucoup là-bas de femmes politiques qui ont des parcours très inspirants, notamment Nassa Marin, qui sont des femmes en fait où maintenant, en gros, il y a une coalition avec des partis dont dans chaque parti, c'est des femmes qui sont à la tête de ces partis-là. Et on voyait d'ailleurs que c'est les pays qui ont le mieux géré la crise sanitaire, qui sont le plus en avance aussi sur les questions environnementales, etc.
Et je trouve qu'elles sont assez badass. Donc ça m'avait aussi marqué leur prise de parole qui était très forte et qui, je finirai là-dessus, était beaucoup plus en prise d'humilité. Et notamment au Danemark, la prise de parole sur la crise sanitaire était vraiment quelque chose de l'ordre de, pas nous sommes en guerre et je suis votre chef de guerre, mais de l'ordre de, écoutez, on vit une pandémie mondiale, c'est absolument nouveau, je ne sais pas comment on va faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer ensemble. Ce qu'on va vivre est assez grand et assez perturbant, mais on va tenter ensemble de faire face à ça de la meilleure des manières possibles. Et j'avais trouvé que cette humilité-là, je l'avais jamais vraiment entendue ailleurs, en fait, chez des hommes politiques. C'est intéressant parce que je sais que pendant le Covid, il y a eu pas mal d'études. Enfin, pendant le Covid, c'est toujours pas fini, hein. Il y a eu pas mal justement d'études sur les pays où des femmes étaient dirigeantes, ou en tout cas où il y avait des femmes haut placées dans les gouvernements. A priori, géraient mieux la crise que les pays très masculins, comme éventuellement la France, par exemple. Et je trouve que c'est intéressant que tu cites pas de françaises dans les femmes politiques qui t'ont marqué en bien ou en mal, parce qu'il y a effectivement il y a des pays où les femmes politiques, il y en a plus et elles ont plus de poids et plus de place. Du coup, il y a une question que j'allais vous poser à la fin, mais je me dis que c'est le bon moment d'en parler parce que toi, tu as amené Edith Cresson et on a parlé du coup de pays où il y a plus de femmes en politique. On est en France, on n'a jamais eu de femme présidente et on a eu une seule femme première ministre. C'était donc Edith Cresson il y a 30 ans, puisque c'était en 1991 et 92, si j'ai bien retenu. Grande question, on va peut-être faire la demi-heure là-dessus. Non, c'est pas vrai, il y en aura d'autres. Comment on fait pour changer ça ? C'est quoi le chemin vers un jour, en France, on aura une femme présidente qui idéalement ne sera pas Marine Le Pen ? Mais en attendant, on l'a toujours pas eu et ça fait un petit moment, quoi. Mais vas-y, dis-nous. Mais toi, tu sais savoir bien mais que moi comment faire. Moi, j'ai envie d'écouter, là, de prendre les notes et tout. Mais je sais pas comment. Enfin, si on avait la solution, je pense que déjà on y serait. Je crois quand même qu'il y a. Enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'un ordre patriarcal de la politique à renverser, et on le voit. Cet ordre patriarcal, cette politique faite par les hommes et pour les hommes, est aussi présente à gauche, si ce n'est peut-être plus présente encore à gauche qu'ailleurs, parce qu'on voit que les femmes à gauche n'arrivent pas à s'en sortir, qu'elles sont systématiquement décrédibilisées, délégitimées, et qu'il n'y a pas de système démocratique, de protection collective qui permet d'autoriser symboliquement la parole des femmes à gauche. Et finalement, à chaque fois, on se dit, il y a eu Ségolène Royal, elle s'est pris des vagues de sexisme, mais plus jamais on refait ça, c'est promis, promis monsieur, on le refait plus. Après, il y a eu du narrateur, bof, bof. Il y a eu Eva Joly, elle s'est repris des vagues de sexisme, et puis on s'est dit, non mais promis là monsieur, j'ai vraiment compris, on va plus le faire. Et puis on voit bien que moi je les ai subis en premier, Anne Hidalgo l'a subi, Taubira pareil. Et donc, moi, je pense que là, en fait, il faut qu'on se mette en colère, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible la manière dont les femmes sont traitées à gauche aujourd'hui. C'est pas possible qu'on en soit encore là en 2022. C'est pas possible que la gauche soit pas capable de faire émerger des femmes politiques un peu d'ampleur, un peu d'envergure. Et c'est pas possible que les hommes ne fassent pas leur autocritique sur la manière dont se passe cette présidentielle et dont se passera sans doute les législatives derrière. Et je le dis sans doute avec tout le côté trash que vous me connaissez, mais là, vraiment, on a une responsabilité collective, et je le dis, les hommes ont une responsabilité dans ce qui s'est passé dans cette présidentielle. C'est pas possible de laisser les femmes face à des vagues comme ça d'attaques, de cyberharcèlement, de décrédibilisation, de délégitimation, et qu'il n'y en ait pas un qui bouge le petit doigt, quoi. Vraiment, enfin, on est où ? On est en France en 2022, maintenant c'est tout, on arrête ça. Et on ne laisse pas l'extrême droite gagner. Moi, ceux qui m'attaquent non-stop, c'est quand même l'extrême droite. Ils ont tous des Z dans leur nom, dans leur compte Twitter. Et il y a des pas petits drapeaux français. Une personne de gauche qui se lève. Mais on laisse l'extrême droite faire ça. Et ça pose aucun problème à personne. Du coup, qu'est-ce que tu parles ? Donc on se met en colère et on bouge. Et on renverse la table et on se dit 2027. Let's go. On se lève et on se casse, comme disait l'autre. Tu disais, il n'y a pas de système qui favorise la parole des femmes, qui la rend, si ce n'est obligatoire, au moins incontournable. Quel genre de système tu imagines et vous imaginez qui peut mener à mettre en avant peut-être un peu mécaniquement la parole des femmes, puisqu'on voit bien qu'organiquement, le patriarcat est quand même toujours là, quoi. Mais j'ai l'impression, moi en tous les cas, ce que je ressens là, c'est comme si y avait une agression dans un wagon de métro et que personne ne bouge.
C'est-à-dire que voilà, on se fait emmerder, on se fait embêter, on se fait harceler parce que personne ne bouge. Et je crois que là, il y a quand même quelque chose à faire de l'ordre d'une affirmation par les partis politiques que précisément les femmes ont leur place dans l'échiquier politique, dans le monde politique, et que leur parole sera protégée, et que si elle est agressée, alors il y en a qui monteront au créneau pour protéger symboliquement cette parole, quand bien même on n'est pas d'accord avec ce qui est dit. En fait, c'est pas le sujet d'être d'accord ou pas d'accord. C'est le sujet, c'est que cette parole puisse s'exprimer sans être face à des vagues de cyberharcèlement que les autres ne connaissent pas. C'est juste une question d'équité de la parole et de protection symbolique de notre démocratie. Et en fait, c'est super important parce que ce que j'ai subi, les femmes au Brésil, au moment où Bolsonaro est monté, ont subi exactement la même chose. En Italie, les femmes politiques, quand Salvini est monté, ont subi exactement la même chose. Donc en fait, c'est une stratégie. Et c'est une stratégie de l'extrême droite pour nous invisibiliser. Que la gauche soit faible face à ça est coupable. Et juste pour compléter, j'ai peut-être une phrase à rajouter, mais ce que tu décris, c'est exactement pour moi le mécanisme qui empêche aussi toute une nouvelle génération de femmes de rentrer en politique. Et moi, la première, très honnêtement, la première raison pour laquelle j'ai pas voulu me positionner dans cette campagne, rentrer sur des listes, etc., c'est aussi d'abord parce que je me disais, mais c'est trop grand pour moi. Enfin, quand je vois déjà à quel point je fais preuve d'un sexisme et de harcèlement en ligne, parfois même verbal, rien que pour prendre des positions sur l'écologie de manière publique, si en plus on rentre en politique, c'est ce qu'il y a avec Sandrine, c'est un niveau extraordinaire. Et donc ça, en fait, ça neutralise. Et je trouve que c'est le pire sentiment, c'est que ça neutralise des forces qui auraient pu se dire qu'elles avaient une place et un rôle à jouer dans ces élections. Et on le sait que c'est très important. Et donc, du coup, je pense qu'on a aussi tous et toutes une responsabilité collective là-dedans de se dire qu'on ne laissera pas ça passer, comme tu le dis, au-delà des idées, simplement par principe de se dire qu'il faut qu'on soit capable de laisser émerger dans l'espace politique des femmes, quoi. Pardon, juste un dernier mot, c'est pour il y a Alice Coffin qui m'avait dit pendant la primaire, parce que pendant la primaire ça avait commencé déjà très fort, et elle m'avait dit chaque journée où tu tiens, tu permets à d'autres femmes politiques derrière de venir. Et donc moi c'est ça qui me motive aujourd'hui et c'est ça qui me fait tenir, et donc c'est pour toi aussi Camille que je le fais, c'est-à-dire que, mais pour toi et pour plein d'autres, de dire chaque jour où je tiens, c'est une porte qui est entrouverte pour d'autres. Alors saisissez cette porte, vraiment, prenez-la. Mettez vos pieds dedans, engouffrez-vous là-dedans, et moi je tiendrai le temps que je tiendrai, et après ce sera à vous de prendre le relais et de gagner. Oui, j'allais dire, il y a aussi un effet cercle vicieux. Il y a peu de femmes qu'on peut appeler rôle modèle en politique, voilà, à laquelle s'identifier, se dire je vais faire comme elle, mais du coup on n'y va pas, et du coup il n'y en a pas plus, et c'est une forme de serpent qui se mord la queue, quoi. Donc l'exemple et la représentativité, c'est toujours quelque chose d'important pour montrer que tout simplement c'est possible d'être une femme politique en France. C'est pas si évident pour tout le monde. Pardon, un monsieur aussi, le traitement médiatique là-dessus a un gros rôle à jouer qui ne joue absolument pas, donc dans les questions qu'il pose, dans les manières dont on est traité sur les plateaux, c'est hallucinant, moi, le nombre de fois où... c'est des trucs anecdotiques, mais je serais plein d'anecdotes, mais où on m'appelle Camille alors qu'on appelle monsieur le député, monsieur les machins. Appeler les femmes par leur nom. On coupe la parole, on dit tout le temps qu'on est émotive et que oh là là, vous parlez sous le coup de l'émotion, regardez, on va se tourner du côté des gens qui ont la vraie connaissance et qui sont rationnels. Tout ça, en fait, c'est des petits mécanismes, mais qui fait qu'à la longue, c'est extrêmement fatigant et que la responsabilité, elle est aussi dans le traitement médiatique autour de cette prise de parole politique. Il y a quelque chose que tu as mentionné en passant dans ta réponse, mais sur lequel je voudrais revenir, c'est est-ce que donc vous êtes toutes les deux plutôt à gauche de l'échiquier politique, je pense qu'on peut le dire, plutôt engagées contre les inégalités, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on considère comme féminins, notamment l'écologie, la défense de la planète, tout ce qu'on appelle le care, donc prendre soin des autres, lutter contre les inégalités, tout ça, c'est identifié comme potentiellement féminin. Ça ne veut pas dire que les partis qui les défendent sont trustés par des femmes, on ne va pas se mentir. Mais donc vous êtes à gauche dans des domaines où on se dirait, bon, il y a des gens qui attendent plus des femmes à cet endroit-là. Est-ce que selon votre expérience et vos vécus à vous, être une femme de gauche, c'est être traité différemment, c'est différent que d'être une femme de droite dans la politique, à la fois dans le traitement des gens de votre camp, de l'échiquier politique, donc de votre parti ou de votre mouvement,
et par l'opposition, la société, les médias. Alors on a parlé effectivement du patriarcat qui peut exister évidemment dans les médias. Et pour la petite anecdote, donc Sandrine Rousseau était chez Mademoiselle pour la présidentielle selon Mademoiselle, où il y a eu du coup cette discussion sur imaginer un délit d'inégalité des tâches ménagères, où du coup on punirait d'une amende les hommes qui ne participent pas de façon égale. C'était des tâches domestiques, parce que ménagère, ça renvoie à la ménagère de moins de 50 ans, donc des tâches domestiques du foyer. C'était une phrase parmi plein d'autres pendant 1 heure de discussion dans une émission où on a plus de 10 heures de discussion avec des femmes politiques de plein de bords différents, pas Marine Le Pen cependant, et c'est le seul moment de tous nos lives politiques qui a eu un relais médiatique. C'est cette idée qui n'a pas été présentée en plus comme voici mon projet de société, qui a été repris par l'intégralité des médias, y compris vraiment en premier lieu des médias pas vraiment de gauche, on va pas se mentir. On a vu arriver le mail de CNews qui disait est-ce qu'on peut utiliser l'extrait, on était là ok I guess, c'est un sujet maintenant. Et je sais que du coup il y a ce traitement médiatique aussi qui joue de, même quand on fait tout bien, on n'est pas maîtresse de comment la société et les médias vont nous percevoir, en partie parce qu'on est des femmes. Donc pour en revenir à la question, c'est est-ce que les femmes politiques à gauche il y a des spécificités du traitement des femmes politiques à gauche par rapport au traitement des femmes politiques à droite? Oui, je pense qu'il y a des spécificités. Déjà parce que les femmes politiques à gauche portent des idées qui sont forcément progressistes et que, en fait, pour comprendre pourquoi il y a une spécificité, il faut comprendre comment se construit la légitimité en politique. Et en fait, la légitimité en politique, elle se construit de plusieurs manières, mais il y a 2 grandes manières, j'ai envie de dire. La première, c'est vous avez une légitimité au sein de votre parti politique. Et donc, dans ces cas-là, vous avez des réseaux. En général, si vous êtes une femme politique, vous avez un homme qui vous adoube ou qui vous protège à l'intérieur de la structure. Par exemple, pour Martine Aubry, ça a été Jacques Delors qui était son papa. Pour Ségolène Royal, ça a quand même été François Hollande qui a joué un rôle tant qu'il était secrétaire national, etc. Et donc, soit vous avez comme ça, et donc vous avez des gens en interne, et souvent des hommes, qui vous protègent à l'intérieur du parti. Donc ça, c'est la première manière d'avoir de la légitimité, mais c'est une manière où vous dépendez en fait beaucoup des hommes au sein du parti. Et la deuxième possibilité, c'est d'avoir un ancrage sociétal, un ancrage militant, un ancrage activiste. C'est le cas de Camille comme de moi. Et donc, dans ce cas-là, quand vous avez un ancrage activiste et votre légitimité vient de là, eh bien, vous arrivez dans le monde politique avec les mots de l'activisme, avec les mots du militantisme et avec les concepts du militantisme. Et à la fois, c'est absolument indispensable pour la politique parce que ça permet de renouveler la politique, de donner de l'air et de faire en sorte qu'on ne tourne pas en rond et dans un vase qui est clos. Mais par contre, comme c'est de gauche, donc en général, le mouvement militant est quand même bien radical, surtout sur les questions climatiques, les questions de femmes, etc. Eh bien, quand on arrive dans l'arène politique, on arrive avec ces mots qui sont issus d'une radicalité militante. Et alors là, mais la France entière s'interroge pour savoir qu'est-ce qui lui arrive aux 20h chez elle dans son assiette. Et moi, ça m'a vraiment fait ça avec l'histoire de l'homme déconstruit. Alors, l'homme déconstruit, ça a quand même mis la moitié de la France en position latérale de sécurité, c'est-à-dire qu'ils étaient tous là à savoir s'ils étaient déconstruits, pas déconstruits. Le terme d'homme déconstruit, c'était un mot qui venait du monde militant. Enfin, pour qui a milité un tout petit peu, c'est vraiment un mot qui est très commun dans le monde militant. Et là, donc j'ai dit ça, c'était pas du tout préparé. Je l'ai dit de manière spontanée lors du débat. Enfin, je n'imaginais pas que ce soit cette phrase qui fasse l'objet c'était pas de la provoque. C'est juste comme mais tu dis, en il y a aucune des manière. mots qui font partie du vocabulaire militant et qui Et ça fait partie de mon vocabulaire courant. Voilà. Avec les copains, les copines, on se dit lui il est déconstruit, lui il est pas déconstruit. Enfin, ça fait partie des trucs un peu classiques qu'on se dit. Et là, avec ce mot déconstruit, j'ai réalisé à quel point en fait on avait un problème politique qui est que le monde politique et donc le débat politique et donc le débat médiatique est étanche au monde militant. Et il y a vraiment une étanchéité qui fait que, pardon, quand vous arrivez avec des mots comme ça, eh bien ça crée une faille spatio-temporelle, quoi. Enfin, ça crée un truc... Oui, et il y a aussi le fait que les émotions venant des femmes sont beaucoup plus regardées négativement que les émotions venant des hommes, où une femme, on va partir du principe qu'elle est
émotive, hystérique, qu'elle a ses règles, etc. et que du coup sa pensée n'est pas rationnelle, surtout quand on essaye de déranger l'ordre établi et de renverser un petit peu les inégalités dont on souffre, là où on va imaginer que les hommes sont plus rationnels et plus réfléchis, alors qu'on a tous vu des mecs quand leur équipe gagne au foot ou des mecs qui tapent dans des murs quand ils sont frustrés. C'est pas une façon très saine de gérer ses émotions non plus. Mais on ne dit pas que les hommes sont hystériques, jamais. Alors qu'ils tapent dans des murs quand même, les gars. Un délire. Bref. Juste 2 exemples de ça. Quand on a fait le débat, j'avais fait une longue interview sur LCI. C'était une interview d'1 heure avec Rutel Krief. Et à la fin, il y avait des chroniqueurs qui venaient expliquer ce qu'ils pensaient de cette interview. Et plusieurs ont dit, et notamment Arlette Chabot, qui est quand même une femme, et qui dit non mais elle est trop sensible pour faire de la politique. Tu fais mais what the fuck quoi. Enfin, je veux dire, au nom de quoi tu décides que je suis sensible ou pas sensible et est-ce que tu t'es déjà posé cette question sur les hommes qui font de la politique? Jamais. Et puis mène la moitié des combats que j'ai menés, puis on en reparle après de la sensibilité. Enfin, je veux dire, ça va quoi. Et ça, vraiment, ça m'a profondément marqué. Et une autre chose qui m'a marqué, c'est que mes 2 adversaires hommes dans la primaire m'ont tous les 2 dit la même phrase suite à la primaire en disant ouais, mais tu as bénéficié d'une situation privilégiée dans la primaire. Alors, je vous laisse mesurer le degré de privilège que j'ai eu quand même. Et ils m'ont dit, tu bénéficiais d'une situation l'audace, vraiment incroyable. Les grands mecs blancs qui sont là. Tu étais un peu privilégié quand même sur ce coup. Privilégié dans la primaire parce que, alors si c'est pas eux, c'est leur entourage direct, hein, mais parce qu'on pouvait pas t'attaquer parce que t'étais une femme. Et je fais waouh. Alors déjà, il y a pas grand monde qui s'est privé. Wow. Premièrement, et deuxièmement, quoi? Enfin. Et donc, en fait, je veux dire, il y a quand même un truc où aujourd'hui, on ne sait pas gérer une femme dans une sphère politique. En fait, on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas ce qu'on peut lui dire, ce qu'on n'a pas le droit de lui dire. On ne sait pas quel est le degré d'agressivité qu'on peut avoir vis-à-vis d'elle, parce que je pense que c'était ça qu'il y avait derrière. Oui. Et ça, ça prouve à quel point les femmes n'ont pas encore leur place dans la politique. C'est tout, quoi. C'est quoi ton ressenti, toi, Camille, par rapport à être une femme politisée de gauche? Tu n'es pas forcément autant une femme politique de carrière au parti que Sandrine, mais du coup, être une femme politique de gauche, ça ressemble à quoi selon ton vécu? Et est-ce que tu penses qu'il y a des spécificités à être une femme de gauche? Oui, moi c'est vrai que j'ai moins de choses à dire sur ce sujet que Sandrine, donc je suis très contente d'être là, que j'ai une meilleure place que vous, j'ai un super canapé pour prendre des notes. Parce que j'ai pas du tout de carrière dans des partis politiques, j'ai pas fait la politique partisane. Après, à mon avis, oui, voilà, c'est que la politique est messages politiques. Au sens de la politique de gestion de la cité, on arrive avec des idées qui concernent le bien commun qu'on pose sur la table, la police, c'est de là qu'à la base vient le mot. Dans ce sens-là, ce que je fais est politique et c'est vrai que ce qui est assez drôle, c'est que dans le mouvement climat, en tout cas de ce dont je peux vous parler, les personnalités un peu médiatisées avec qui j'ai travaillé en Europe sont des femmes, enfin exclusivement. C'est-à-dire qu'on est, la bande de filles avec qui je travaille sur les questions européennes, par exemple au Parlement, en faisant du lobbying auprès de plein de banques, là sur notamment le projet ICOP, voilà le truc sur lequel je travaille en ce moment. Il y a Vanessa Nakate, Hilda, qui est l'activiste qui a lancé Fridays for Future en Ouganda. Il y a Adelaide Charlier, il y a Nuna Weaver, il y a Louisa Neubauer. En fait, c'est des femmes. Et c'est honnêtement les personnes les plus inspirantes, vivantes que je connais aujourd'hui. Et c'est tous des femmes. Et donc, en fait, il y a ce truc-là où à la fois cette dualité de à la fois la force de ces filles qui ont dû doublement, je dirais, se faire une place et qui, du coup, ont peut-être une capacité encore un peu plus grande à encaisser les chocs. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on fait face constamment, dès qu'on fait des réunions de lobbying comme ça auprès des dirigeants de l'Europe à des mecs. Enfin, il y a eu Ursula von der Leyen, et je pense que c'est la seule femme vraiment qu'on a rencontrée ensemble. Donc c'est fou quoi de dire ça. Oui, la chose vraiment, moi, c'est le truc qui m'a marqué, c'est vraiment ce truc sur l'émotion et le traitement médiatique. C'est-à-dire que ça donne la porte ouverte à elles sont fragiles quoi. Ah oh là là, vous êtes émus pour ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis énervée sur un plateau parce que c'était un vieux mec blanc à côté de moi qui disait juste factuellement quelque chose qui était faux. Et j'étais là juste... Enfin, je suis désolée, peut-être que... Enfin, et je disais, mais... Et le présentateur télé qui était sur une... Je sais plus, je crois que c'était France Info d'ailleurs, qui était censé être un truc relativement neutre et tout. C'était pas, je sais pas, sur le plateau de CNews où là, bon, à la limite, on sait pourquoi on signe, quoi. On est un peu préparé. Là, et en fait, le type me laissait absolument pas parler et il me disait, mais...
journaliste me disait bon bah voilà, on sent que vous êtes ému un petit peu, hein. On va écouter maintenant une personne qui est plus rationnelle, et il disait des arguments fallacieux sur des chiffres qui n'étaient pas les bons, et je lui dis mais à un moment donné, pardon, mais en fait c'est peut-être vous qui avez un problème à ne pas être ému par le fait qu'on est en train de littéralement mettre en danger nos conditions de vie sur Terre. Enfin pardon de prendre ça un peu à cœur, quoi. C'est peut-être vous qui avez un problème avec le fait de voir ça que comme des chiffres et comme des rapports. À gauche, on est dans du progressisme et essayer d'améliorer le monde. Alors, je pense que tout le monde essaye d'améliorer le monde à son niveau dans sa tête, mais on est vraiment sur des problématiques il y a des inégalités, il y a des graves dangers, il faut que ça change. Donc c'est compliqué de ne pas prendre ça à cœur et de défendre ça quand même. Je vois pas comment on défend l'égalité homme-femme, par exemple. En fait, le truc, c'est que ça nous tienne un peu à cœur, quoi. Mais c'est prendre à cœur, c'est-à-dire le faire de manière intransigeante et que ce soit une nécessité. C'est pas un truc, c'est pas une ah tiens, qu'est-ce que j'hésite à faire, bah tiens, je ferais peut-être de la politique. C'est vraiment un truc qu'il y a dans nous et qui est de se dire il y a quelque chose qui est plus fort que moi, qui a un truc dans le ventre qui fait que si je le fais pas, vraiment moi je supporte pas le monde. Enfin, et en fait ça a été vraiment utilisé. Je suis sûre que si ça avait été des hommes qui auraient eu ces places-là, ils n'auraient absolument pas eu ce débat-là. En fait, on n'aurait pas été sur des hommes politiques mais vous savez, le nombre de fois où on parle sur Total, et l'argument principal des dirigeants de Total sur ce projet COP, c'est un truc de... Alors écoutez, nous avons fait des études d'impact très sérieuses et selon notre calcul, et en fait ils jouent de ouf sur l'aspect rationalité parce qu'en face ils ont une bande de meufs qui viennent leur dire mais ça ne va pas, vous êtes en train de mettre en danger des vies et en 2022 construire la plus grande bombe climatique de notre génération, et ça c'est pas possible, et ça c'est extrêmement rationnel. Mais moi je passe un temps bien plus important que ce que j'espérais à avoir ce débat sur faut-il ou non être rationnel, qu'est-ce que la rationalité, qu'est-ce que l'émotion, quelle place à l'émotion en politique, et je suis certaine que si j'avais été un homme, on ne m'aurait pas du tout posé cette question-là, et j'aurais eu le même discours en fait. Sur la rationalité et l'émotion, il y a un piège en politique qui est que les femmes sont très souvent utilisées au titre de l'émotion qu'elles peuvent susciter dans un électorat. C'est-à-dire qu'on va les utiliser sur une parole comme ça, qui est une parole non cadrée, fraîche, nouvelle, une autre manière de parler, etc. Et par contre, on laisse la rationalité des tactiques politiques aux hommes à l'intérieur des partis. Et ça, il faut être absolument vigilante et vigilant là-dessus, parce que ce sont ceux qui font les tactiques politiques qui, en fait, ont le pouvoir à l'intérieur des organisations. Donc, en fait, le fait d'être ramené en permanence à une forme d'émotion et de laisser la tactique à des tacticiens à sang-froid qui ne sont pas des poètes et qui savent maîtriser très bien les tableaux Excel, en fait, ça nous fragilise dans l'espace politique. Et donc là, il y a vraiment, pour moi aussi, une sorte de bataille à mener pour les femmes, qui est d'aller sur les fonctions qui sont des fonctions de pure tactique politique. Et franchement, on se le dit entre nous, mais on n'est pas moins bonne en tactique politique qu'eux. Quand on voit ce qui se passe là dans la présidentielle, je pense qu'on aurait été plus de femmes. À mon avis, on ne serait pas tout à fait dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, n'ayons pas peur. Voilà. Clairement. Alors, malheureusement, le temps passe vite quand on passe un bon moment. Donc, on touche bientôt à la fin. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, réfléchissez. Si vous avez des questions, ça va être bientôt. En attendant, dernière question pour essayer de finir sur une note un peu positive quand même. On a parlé de la difficulté de faire entendre sa voix en politique. On est quand même là, 3 femmes de gauche qui parlent de sujets politiques et égalitaristes. Vous êtes 2 femmes, et moi aussi, vous êtes 2 femmes qui animez des podcasts. Moi aussi, j'ai un podcast. Je pense que la sororité passe aussi par... en fait, on parle beaucoup de sororité. Et la sororité n'est pas forcément du lien concret et réel et physique. Ça peut aussi passer par faire entendre sa voix et inspirer des gens. Donc j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi le rôle de la sororité dans votre engagement politique et dans votre vie, tout simplement? Et qu'est-ce que vous voudriez dire à des femmes qui n'osent toujours pas faire entendre leur voix, que ça soit en politique ou même finalement dans leur quotidien, puisque le privé est politique, comme nous le sachons maintenant? Pourquoi les podcasts? Moi, ça fait très longtemps, en réalité, je triche un peu, que j'ai commencé, entre guillemets, par un podcast. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je ne serais pas pertinente là-dessus. C'est super, parce que j'adore la radio, j'adore la voix, et le fait de pouvoir se concentrer uniquement sur ce qu'on dit. Je sais pas, il y a un truc un peu intimiste qui fait que je vais plus profondément dans mes pensées, et on est moins en train de maîtriser les 4 néons sur notre tête et les 3 tonnes de maquillage des plateaux et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est un format qui est très agréable, et donc du coup, j'aime beaucoup ça. Et là-dessus, aparté, fun fact, il y a aussi pas mal de femmes qui lancent des podcasts parce que justement ça efface la pression de l'image, et on sait que les femmes sont beaucoup plus jugées sur leur physique et leur apparence que des hommes. Donc là où des youtubeurs qui parfois, désolés, ne ressemblent pas à grand chose et se lavent pas trop avant de faire des vidéos, ils peuvent percer,
une meuf moche va avoir du mal à percer sur YouTube, c'est vrai, ou en vidéo en général. Donc en fait, du podcast, c'est aussi une façon de faire entendre ses propos sans que ce soit parasité par est-ce que cette femme est assez séduisante, est-ce qu'elle correspond assez à mon idéal féminin pour que j'écoute ce qu'elle a à raconter, quoi. C'est aussi une bonne arme, malheureusement. T'as un truc à dire là-dessus sur la beauté du podcast? Non, et puis de moi, c'est peut-être pour finir juste sur qu'est-ce que je dirais à des femmes, c'est cette question qui n'oseraient pas prendre la parole en politique. Ouais, qui ont toujours du mal, en tout cas, à prendre la parole et à faire entendre leur voix, leurs convictions. Mais non, mais c'est pas simple. En fait, c'est facile de dire allez-y, lancez-vous et tout, et c'est ce que je vais finir par vous dire. Mais je comprends. Enfin, encore une fois, ça a tout son lot et enfin, pour être de manière très lucide, ça a tout son lot de poids, de responsabilité, de harcèlement et de sexisme ambiant qui est multiplié par je sais pas combien parce on sort de notre cercle à nous et on prend une place encore plus grande. Donc du coup, forcément, on fait face à encore plus de choses, mais à plus de freins, quoi. Donc j'ai pas, enfin, c'est un peu facile quelque part de dire juste ça dépend de vous et tout. C'est pas vrai. Je sais que c'est dur, mais en même temps, on a besoin de vous. Et je pense que plus on est à le faire et plus on est à se dire que on va oser prendre de l'espace dans la rue, dans cet espace politique aussi, plus on va soutenir les personnes qui prennent cet espace-là, et ça, tout le monde, pour le coup, a vraiment une responsabilité là-dedans, plus ce sera facile pour ma génération aussi d'arriver dans ces sphères-là et de prendre la place qu'elle mérite, quoi, et de réussir à mettre en place un monde qui est très rapidement, pas pour les générations futures, nos enfants ou que sais-je, mais genre maintenant, vraiment... dans les 5 ans à venir, quoi, pour permettre des élections qui seront mieux, j'espère. On aura des discussions peut-être, même si c'est un moment passionnant qu'on passe ensemble, ou peut-être qu'un jour, on arrêtera de parler de comment prendre sa place et sa voix en tant que femme, parce que ce sera plus aussi compliqué. Ce sera oui, peut-être entourez-vous aussi. Enfin, moi, je sais ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment la sororité. Enfin, c'est vraiment des femmes fortes autour de moi qui m'inspirent, où on se soutient. Où je sais qu'on va toujours pouvoir compter sur ça, et puisque c'est des personnes que j'admire, c'est une base solide qui est assez efficace pour se dire qu'on n'est pas seul, et ça c'est le meilleur sentiment, je pense. Enfin, c'est celui qui me donne le plus de force, de sentir que je finirai par ça ensemble, une force immense, et ça je le ressens vraiment, et notamment quand on a des périodes moins agréables. La sororité, pour moi, c'est devenu vraiment une ligne de conduite et une discipline, parce que c'est pas toujours simple. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est femme qu'on s'adore a priori, mais par contre, c'est parce qu'on est femme qu'on doit se soutenir, parce qu'on a des discriminations communes. Et ça, moi, je l'ai mesuré au moment de l'affaire Beaupin, c'est-à-dire que quand on a dénoncé des violences sexuelles à l'intérieur du parti, si on n'avait pas été sorores entre nous, les femmes qui avons parlé, je pense qu'il y en a une partie d'entre nous, en tous les cas, qui ne serait plus là aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire que ça a été tellement dur que la sororité nous a sauvés la vie littéralement, j'ai envie de dire. Donc en fait, pour moi, ça n'est plus négociable, cette affaire-là. Et c'est une ligne de conduite très importante. Et le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est de dire, je sais que c'est difficile de s'engager, je sais que ça fait peur. En plus, quand on raconte tout ce qu'on vit, évidemment, ça donne pas super envie. Mais sachez que peut-être que par rapport à ce qui se passe actuellement, on pourra vous assurer que nous sommes là. En tous les cas, moi, je serai là, ça c'est sûr. Et que je me fais maintenant un objectif, je me suis fixé comme objectif, et je me fais une discipline et un honneur quelque part de soutenir les femmes en politique, de les soutenir massivement, de faire en sorte qu'elles arrivent massivement, parce qu'en plus je pense que c'est un critère absolument indispensable de la transformation en profondeur de notre système politique. Et tant que nous n'aurons pas changé notre système politique, nous ne pourrons pas prendre les mesures à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux, parce qu'on le voit avec le Covid, on l'a vu avec plein d'autres choses, leur position dominante fait qu'ils ne peuvent pas comprendre profondément le statut de discriminé, et donc le statut de fragilité sociale et de fragilité face aux crises climatiques, et que ça, là, on est dans une urgence telle qu'on n'a pas le droit de reculer là-dessus. Donc venez en politique, venez nombreuses et nombreux quand même aussi, tous les hommes déconstruits, tous les hommes qui ont déconstruit leur virilité, leur virilisme, leur attitude viriliste. Et là-dessus, je pense qu'on arrivera vraiment à faire de la politique autrement, et c'est une urgence, c'est une question de vie ou de mort pour les années qui viennent. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a le temps d'en prendre 2-3. Si vous avez des questions, des remarques. Sinon, j'en ai encore, tout va bien. Tout le monde est timide. Super.
Du coup, pour revenir Il y a une sur... question, Si, ouais. il y avait une main. Corentin. Alors, est-ce qu'on a un micro public? Il est là? Bah non, il y a un fil, ça va être compliqué. C'est pas grave, viens Corentin, je vais te donner mon micro. C'est facile, c'est quelqu'un que je connais, donc ça aide. Bonjour, petit Corentin. Bonjour, merci. Merci de m'afficher. Vous l'avez dit au début de l'intervention, et même vous l'avez rappelé là pendant l'affaire Baupin, que étrangement c'est hyper difficile de dénoncer les actes sexistes dans les cercles politiques de gauche. À droite, on caricature un peu parce que on a l'impression que c'est du sexisme bas du front, facile à dénoncer et tout ça. Pourquoi, comme vous l'avez dit, les hommes ne font rien, et pourquoi les hommes de gauche ont tellement de mal à voir le sexisme qui est dénoncé en fait? Pourquoi dans des cercles pseudo-déconstruits ou qui sont censés être au courant de ces choses-là? Est-ce que c'est que du féminisme de vitrine? Pourquoi c'est si compliqué en fait dans des cercles où ça devrait pas l'être? Oui, où ils sont censés avoir les bails, quoi. Merci. Comment je peux répondre en gardant des amis? Telle est la question. Je vais répondre en vous disant que je pense que le processus de déconstruction n'est pas arrivé à son terme. Et vous dire aussi que je pense qu'il y a quelque chose à dénouer, qui est que dès lors qu'on revendique des valeurs féministes, des valeurs antiracistes, des valeurs comme ça de non-discrimination, anti-validisme, etc., contre les LGBT-phobies à l'intérieur des partis, il y a des gens qui prennent ça pour une espèce d'agression personnelle, c'est-à-dire une mise en cause personnelle de leur comportement. Alors évidemment qu'il y a des comportements personnels, c'est indéniable. Mais ce qu'on dénonce, surtout quand on dénonce ça, c'est pas tant les comportements personnels que le système dans lequel ils s'inscrivent. Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à dire très fort pour qu'ils entendent que ce à quoi on s'attaque, ce à quoi on se confronte, c'est un système, ça n'est pas tel ou tel, parce que personne n'a d'attitude absolument et 100% responsable. Même moi, je ne l'ai pas. Je veux dire, il y a des moments où même sur des questions où j'ai pas tout déconstruit, évidemment, je peux aussi avoir moi-même une attitude qui peut être blessante ou à côté de la plaque. Mais le truc, c'est que au moment où on me le dit, le seul truc que j'ai à faire, c'est à ne pas le prendre personnellement et à utiliser ce qu'on me dit pour essayer de m'améliorer et de faire en sorte que le système change. C'est tout. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Et ça, vraiment, ça nous libérerait qu'on arrête de penser que c'est des agressions personnelles, parce que dans ces cas-là, ça devient des affaires personnelles, ça devient des haines ou des revanches personnelles, et on n'est pas là-dedans. Moi, ni je les aime, ni je les aime pas, en fait. Je veux faire de la politique et je veux faire de l'écologie politique. Et donc, on passera pas nos vacances à Palavas-les-Flots ensemble. Et c'est tant mieux, parce que j'ai pas très envie de passer mes vacances à Palavas-les-Flots par ailleurs. Mais au moins, on fait de la politique, et de la politique intelligente qui fait qu'on s'enrichit mutuellement. C'est tout. Oui, je pense que c'est... tout comme c'est parfois compliqué de séparer le systémique de l'individuel ou de l'anecdotique, c'est tout à fait possible d'être intellectuellement sensibilisé, conscientisé, déconstruit même, et de se retrouver pas à la hauteur, en fait, quand il y a un aspect concret. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont complètement engagés, par exemple, contre la culture du viol, et si demain on vient leur dire ton frère m'a violé, ça va être compliqué pour eux de faire la paix avec ça. Mais quand on est dans une démarche politique, quand on est en train de s'engager de façon systémique, parce que si on veut changer un pays, c'est bien qu'on veut changer un système, c'est compliqué de faire comme si, là d'un coup on ne voit plus le systémique et c'est que des problèmes individuels de relations interpersonnelles. Parce qu'effectivement ça n'est jamais que ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est une question qui t'évoquait quelque chose, Camille, toi? Est-ce que dans les milieux de gauche, tu as vu est-ce que tu arrives à analyser la difficulté, y compris dans les milieux de gauche, à conscientiser et à réagir de la bonne façon, voilà, dans des cas de dénonciation de violence ou même de regard sur la société, quoi? Il y a beaucoup d'hommes de gauche qui lavent toujours pas assez leurs chaussettes, quoi. C'est quand même une réalité. Oui, et bien sûr. Enfin, je veux dire, on vous apprend rien, j'espère. Non, c'est clair. Alors, non, mais il y a moi, des hommes dans l'Assemblée, ils vont peut-être apprendre, parce que peut-être que personne leur a encore dit, et aussi des femmes, bien sûr. Mais en vrai, je pense qu'on est mais comme toujours tu là dis, pour on est apprendre loin des choses. du but, mais on avance, quoi. Mais on est loin du but. Ça, on est tous d'accord là-dessus, et on avance drastiquement. Ça, on est aussi tous d'accord là-dessus. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui commencent à trembler. On est encore loin du but. Et donc, bien sûr que les milieux de gauche ne sont pas préservés du patriarcat. Enfin, ce serait une grande nouvelle. Mais non, moi, une table ronde, c'était au PS où j'ai eu le plus de mal à avoir une parole, quoi. Où à la fin, j'étais juste en train de m'énerver en disant, mais
est-ce qu'on peut parler, quoi? Enfin, je veux dire, ou même, enfin, c'était fou. Et en fait, c'était une femme que je ne connaissais même pas, qui était une personnalité du PS, qui était là. Et juste, j'ai dû, moi, qui était une invitée de nulle part, qui sortait là, lui dire, mais est-ce qu'on pourrait lui laisser répondre à la question? Parce que ça faisait au moins 20 minutes que la table ronde avait commencé. Les deux femmes que nous étions sur le plateau n'avions pas encore prononcé un mot. J'étais là, bon. Et c'est là où on parle à la fois de là où ça m'avait sororité. plus choqué, quoi. Il y avait ça, il y avait des que- petites remarques sexistes de vous êtes bien mignonne. J'étais là, mais c'est fou, quoi. On peut pas juste. Et c'est pas du tout dans les milieux où on s'attend forcément toujours le plus. Enfin, c'est partout, quoi. C'est partout. Et donc, le travail est partout. C'est ça qu'il faudrait retenir, c'est que le travail est partout et qu'on doit chacun et chacune avoir cette capacité à se remettre en question. Et c'est quelque chose comme tu le disais, qui peut être vécu comme une charge monumentale et effrayante, mais c'est une chance aussi assez cool de devenir quelqu'un de mieux. C'est quand même pas mal. À la base. Donc moi j'aime bien l'idée de se dire qu'on a tous une capacité à déconstruire plein de choses là-dessus et à avancer aussi. Et donc ces milieux de gauche doivent aussi faire ce travail. Et j'espère qu'ils le feront plus vite que à droite. Yes. En tout cas, le plus vite possible, c'est bien. Elle est marrante ton anecdote parce que je trouve qu'à la fois, elle représente très bien les deux sujets dont on a parlé largement ce soir, à la fois la sororité, puisqu'en fait, c'est toi, une femme, qui t'es engagée pour dire est-ce qu'on peut laisser cette femme parler. Donc il y avait un vrai truc, je pense, tu te reconnais aussi dans la personne qu'on laisse pas parler. Et c'est ce qu'on disait, c'est aussi le rôle des hommes déconstruits de faire ça. Et c'est lunaire que dans une table dans un événement avec je sais pas combien d'hommes de gauche, il y en ait pas un qui est tilté sur attends, peut-être qu'on est en train de couper la parole à l'une des rares femmes de l'Assemblée depuis le début, quoi. Ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment un frein à l'action et au débat d'idées. C'est-à-dire que c'est un débat qui n'était absolument pas sur ça. C'était centré uniquement sur c'est très climat, quoi. Mais du coup, moi, j'étais saoulée, en fait, à la fin. J'ai même plus... J'étais là, m'invitez pas, sinon, quoi. Si vous voulez faire le débat entre vous, tant pis. Et du coup, après, je suis pas pertinente et je suis juste... Et à un moment donné, t'es là. Et du coup, on n'avance pas aussi sur d'autres idées. C'est là où c'est dommage. C'est un vrai frein à l'action politique et au débat politique, à mon sens, ouais. Du coup, j'ai une dernière question pratico-pratique. C'est quoi votre technique à vous quand un mec vous coupe la parole? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre technique parce que j'imagine que vous vous laissez pas faire. Je pars du principe que, du coup, Sandrine Rousseau, quand un mec te coupe la parole, c'est quoi ta méthode pour dire ce que tu étais en train de dire quand même? Soit je fais une prise de karaté, soit je le laisse parler en le regardant comme ça et en me taisant complètement. Et en général, au bout d'un moment, ils bafouillent parce qu'ils comprennent qu'il y a un problème. Et puis, ou sinon, je dis, là, vous me laissez pas parler, en fait. Donc, voilà, Donc là, maintenant, c'est vous qui allez me laisser parler. Et puis, je vais prendre ce temps. Et en fait, le temps de parole, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que ça permet vraiment d'équilibrer les paroles. Et dans les milieux militants, c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment intégré. C'est-à-dire que chez nous, dans l'écologie, il y a quand même ce truc où on fait en général un homme, une femme, mais pas systématiquement. Et même hier, chez nous, on a eu une réunion où ça n'a pas été forcément appliqué. Mais après, il y a aussi le temps de parole. C'est-à-dire que les hommes, en général, parlent beaucoup plus longtemps. Donc, il faut qu'on arrive à gérer ça. Et moi, je pense qu'il y a une régulation collective à poser là-dessus pour que ça puisse se faire. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à monter la voix et à s'imposer. Enfin, c'est ce que tu racontes. Mais à un moment, là, je crois qu'on n'est plus à l'heure où on a le temps de se laisser marcher sur les pieds, quoi. Vraiment. Donc, ça leur plaît pas. Tant pis. En fait, c'est pas notre. Moi, c'est pas mon sujet. Hein. C'est pas notre problème. C'est pas mon sujet, non. Comment ça tu leur fais, plaît toi, pas, Camille Moi, je fais pareil. Je leur coupe la parole aussi, j'avoue. Je réponds. Mais je fais beaucoup ça. Quand ça m'énerve et quand je sens que là, vraiment, du coup, je le prends. Et je réponds. Et tant pis, et je piétine sur le journaliste. Et au début, j'étais vraiment dans ce rapport de on m'a posé une question, il faut que je réponde très très vite parce qu'en plus, on te fait des signes hors plateau de vas-y, coupe et tout. Et toi, t'es là en train d'élaborer un truc et on te regarde même pas. C'est un monde très particulier. Et du coup, maintenant, tant pis. En fait, je dis ce que j'ai envie de dire et ils se débrouillent après avec leur temps d'antenne et avec le temps des autres invités. Sinon, en fait, on est tout le temps frustré, on n'arrive pas à apporter une vraie parole qui a du poids et ça marche pas, quoi. Et c'est vrai que des fois, j'ai fait la technique de laisser parler, notamment avec Nicolas Dupont-Aignan, et c'était extrêmement drôle. Parce qu'en fait, bon client pour l'exercice. Non, mais vraiment, la séquence est retrouvée sur Quotidien parce que c'était hilarant, où il a, tout seul, en fait, il s'est empêtré dans un truc où du coup, je lui répondais pas.
et il bafouillait et il savait pas me dire si on était en millions de tonnes par an de CO2 en France d'émissions ou en milliards de tonnes de CO2. Et en fait, tout seul, il était là. Et du coup, il commençait à chercher ses fiches et tout et à dire millions de milliards, enfin bref, la moitié de l'émission de la. Et il a fait un truc mais lunaire. Et du coup, moi, j'étais là. Bon. Vu que je ne disais rien, et c'était très drôle parce qu'il s'est décrédibilisé aussi sur ce. Donc, comme tu dis, parfois, le silence est la meilleure des réponses. Après, factuellement, des moments, on est dans des temps courts où il faut qu'on puisse faire passer notre message. Donc, on ne nous laisse pas parler, on prend la parole. Enfin, voilà. Mais ne doutons jamais de notre légitimité à parler. Ne doutons jamais de notre légitimité à parler. Oui, des fois, on dira des trucs cons, des trucs creux. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde, c'est pas très grave. Mais par contre, ne doutons jamais du fait que notre parole est légitime dans ces espaces-là et qu'elle doit être posée. Parce qu'au fond, c'est ça ce qui vous permettra de tenir face aux gens qui vous coupent la parole. Et sur ces belles paroles, c'est la fin de cette table ronde. Merci à toutes et tous et toutes d'être venus. Merci Sandrine, merci Camille. Ah, on a une question de Romane. Ouais. Bonjour. Merci d'abord pour votre intervention ce soir. Vous nous dites de nous engager, de prendre la place. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à annoncer pour les prochaines élections législatives? Est-ce qu'on pourrait vous engager auprès de vous? Moi non. Moi non plus, ça va. Non, pas pour les législatives. Moi, je vous invite à venir à la marche quand même, du 9. N'hésitez pas, on a besoin de prendre la place aussi dans la rue. Et du coup, c'est une marche organisée avec nous toutes, avec le collectif Adama, avec les collectifs écolos aussi. Et donc, c'est vraiment la marche avant les présidentielles pour dire à un moment donné, on ne va pas pouvoir attendre 5 ans de plus. Donc, venez, on vote et massivement en ayant le paradigme de l'urgence écologique et sociale. Du coup, c'est cool. Si vous venez, on serait très contents, très contente. Voilà. Et après, je te laisse pour la partie plus politique. Et moi, oui, je vais me présenter sur la 9e circonscription de Paris, c'est-à-dire le 13e arrondissement. Et je suis preneuse, évidemment, de tout engagement pour, si vous voulez vous frotter à une campagne, voir comment ça fonctionne, lever les foules, l'enthousiasme, l'espoir et se dire que quand bien même le deuxième tour de l'élection présidentielle ne nous plairait pas complètement, qu'il y a encore un enjeu qui est d'avoir le plus grand nombre possible de députés écolos, populaires, sociaux, sociales et de renverser la table au moins à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci beaucoup. En espérant vous avoir tous et surtout toutes inspirés à prendre votre place en politique ou ailleurs, du coup on se quitte ici et je vous laisse passer une très bonne soirée avec Acast, bien sûr à Ground Control. Merci.